React a sorti sa nouvelle documentation et dans celle-ci, on retrouve un tic-tac-toe à faire pour apprendre les fondamentales de React. Je sais que ça peut être dur de suivre ce genre de tutoriel tout seul, donc j'apporte cette vidéo comme une solution qui t'explique les choses et je vais faire ce tutoriel avec toi. Moi, de toute façon, j'adore faire du React, j'adore faire des tutoriels, donc on va suivre ce tic-tac-toe étape par étape en partageant ce que je pense, ce que je vois, ce que je vis, ce que je sens et ça va te permettre aussi d'avoir une sorte de corrigé un peu plus fun que juste lire le code. Au moins, je pourrais analyser tout ça, etc. Tu vas voir, c'est très cool. Donc, pour aller dans ce petit tic-tac-toe, on ira sur la documentation React et tu verras que quand tu arrives ici, tu peux aller dans Learn React et là, tu as tutoriel tic-tac-toe sur lequel tu peux cliquer et là, tu as tout un tutoriel qui t'explique un peu la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce tutoriel? Eh ben, ce sera un tic-tac-toe comme ça qui nous permet d'annuler des mouvements, de revenir, de recommencer la partie, d'aller ici, de changer les choses. Bref, un tic-tac-toe avec pas mal d'états, avec pas mal de gestion, etc. Pour faire ce tic-tac-toe, je te conseille d'aller dans ce premier playground et cliquer sur le bouton Fork en haut. Ça va t'afficher une page comme ça et puis tu pourras te connecter avec GitHub. Je me connecte tous les jours avec GitHub, avec CodeSandbox, mais je crois que leurs cookies, ils sont inefficaces. Et ici, quand tu vas sauvegarder, ça va fork la CodeSandbox et tu vas pouvoir avoir ton application. Tu peux aussi le faire en local, mais on va s'intéresser déjà aux petits fichiers. Donc ici, on a 5 fichiers. Le premier intéressant, c'est index.html. Et tu vois qu'avec le style d'app qu'on a ici, c'est-à-dire, il n'y a même pas de style d'app, c'est vraiment tout simple là. Et bah, avec ce genre d'application, on a un fichier index dans lequel il y a une div avec l'id root. Ça va être dans cette div qu'on va rendre toute notre application React. Parce que React, ça va être du JSX, ça va être du JavaScript. Et ce JavaScript, il va devoir s'exécuter dans un container. Et en l'occurrence, ce id root, ça va être ce container. App.js, ça va être là où on code notre application. Tu vois qu'ici, on a notre premier composant, on le verra après. Index.js, c'est là où on vient créer la route avec React DOM. Si tu connais pas React DOM, je te conseille d'aller dans la description, regarder une masterclass d'1 heure dans laquelle j'explique React DOM dans tous les détails. Mais en clair, c'est ce qui permet à React de se rendre dans notre page web de manière optimisée avec des guillemets, avec plein de concepts. Bref, on va utiliser React DOM dans ce fichier en faisant create root de document.getElement.id root. Cet ID, il correspond à ce qu'on a dans index.html. Et une fois qu'on a cette route, à l'intérieur de cette route, on va render notre application dans une div strict mode. Ce strict mode, en fait, il est utile pour ajouter quelques règles de notre application pour éviter de faire des bêtises. Package.json, c'est ce qui va décrire les dépendances de notre application. Donc tu vois qu'ici on utilise bien create React app vu qu'il y a React scripts. Et style.css, c'est les styles qui te donnent par défaut pour que ce soit joli, mignon, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est ce composant. Et ce composant, il est composé de deux parties intéressantes. On va cacher ça et on va rendre ça petit. Il est composé d'une fonction qui est déclarée ici, qui est exportée par défaut. Cette fonction, elle est importée ici. On peut le voir, hein, import app from app. Et dans cette fonction, on retourne un bouton avec la class name square et un X. Et ce bouton, avec cette class name, il va nous afficher cet élément qu'on a juste ici. Donc là, c'est un bouton. Et là, ce que tu vois ici, ce bouton, c'est du JSX. Et le JSX, en fait, tu peux aller un peu plus le comprendre en allant sur ce replit Babel et en mettant ici runtime classique. Si je copie ce code, en fait, ce JSX, il est transformé en JavaScript. Tu vois ici, React.createElement de bouton class name square, c'est du pur JavaScript. Et tout ce que tu fais en React, c'est du pur JavaScript. C'est juste qu'ils ont inventé cette syntaxe HTML-like pour simplifier la création de composants. Le fait que ce soit du JavaScript va t'empêcher de, par exemple, retourner plusieurs éléments. Tu pourrais croire qu'ici, on peut retourner 2 boutons, mais ça ne va pas fonctionner parce que ici, c'est comme si on écrivait 2 fois React.createElement à côté. Ça ne fonctionne pas. Donc, les règles du JSX, c'est qu'il faut toujours retourner un seul élément. Ensuite, tu vois que les props qu'on a passé ici, les paramètres, les properties, class name square, ça vient être passé comme un argument, un objet
qu'on vient passer juste ici, qui contient className Square. Et finalement, tout ce qu'on passe comme enfant ici, tu vois que je pourrais aussi rajouter salut, et puis je pourrais rajouter une petite expression JavaScript ici que je vais t'expliquer. Et bien tu vois que là, tous les enfants, ils sont passés en paramètres à partir du troisième paramètre, donc ici troisième et quatrième. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici, ce 12 plus 12 ici, tu vois que c'est du JavaScript. 12 plus 12, ça va afficher 24. Hein. Si je prends ce code et que je l'affiche ici, tu vas voir ici qu'il y a salut 24. Et c'est assez normal parce que ce qui va se passer ici, c'est que quand tu utilises des accolades, c'est comme une porte d'entrée dans le monde du JavaScript. C'est-à-dire qu'avec ce 12 et ce 12, eh ben, on vient intégrer du JavaScript. Ici, on peut faire des fonctions, on peut appeler des fonctions, pardon, et on peut faire pas mal de trucs sympas. Donc voici pour cette petite introduction au JSX, et de toute façon, c'est ce qui t'explique tout ici. Et là, c'est ce qu'on va parler. Donc ça, c'est l'erreur que je viens de t'expliquer. Hein. Tu peux pas mettre plusieurs enfants, c'est pour ça qu'on va utiliser des fragments. Et tu vois que là, quand on utilise un fragment, ce qui est intéressant dans notre playground, c'est que on ne retourne pas deux éléments, on en retourne deux qui sont à l'intérieur d'un. Tu vois qu'ici, on a React.createElement de fragment, et là, on a React.createElement de bouton, et ici, on a un deuxième bouton. Donc, on vient vraiment rendre ces éléments dans un bouton, ce qui vient faire fonctionner notre application de manière un peu plus efficace. Ensuite, on a ce square, et donc là, il nous propose d'afficher tout ça. Alors, tu peux évidemment l'écrire à la main. Moi, je te conseille, quand tu suis ces tutoriels, de tout écrire à la main. En l'occurrence, moi, je suis là pour donner mon avis et pour corriger, donc je ne vais pas m'amuser à toujours tout écrire. Mais ici, on a affiché tous nos squares et les bordereaux permettent de faire en sorte que ça aille ligne par ligne, ce qui nous affiche notre premier board. Ici, tous les styles fonctionnent parce qu'il a défini tous les styles dans style.css, donc c'est normal. Alors ici, on va export default function board et donc là, évidemment, c'est ce que j'allais te dire, c'est que square, ça représente plus trop le nom de notre application. En l'appelant board, c'est déjà un peu plus cool et là, on dirait que ça fonctionne pas, mais évidemment, ça fonctionne très bien. Il faut juste attendre un peu. Et donc, à ce point, on a cette application-là. Maintenant, on va pouvoir passer des datas par les props. Tu vois qu'ici, ce composant-là, finalement, on le répète beaucoup de fois. Et si un jour, tu as envie de rajouter une deuxième classe, par exemple salut, eh ben, tu vas devoir sélectionner ça, mettre ton curseur partout, puis ensuite faire square. Bref, c'est super chiant et on va plutôt créer un composant ici qui va s'appeler square, qu'on va pouvoir mettre en haut. Et ce composant, tu vois qu'il a ce bouton. Donc en fait, créer un composant React, c'est aussi simple que ça. C'est littéralement créer une fonction comme JavaScript basique. Une seule règle, c'est que ta fonction doit être nommée avec une majuscule, c'est-à-dire square. Si tu mets square en minuscule, je vais te montrer juste après ce que ça fait. Mais tu le nommes avec une majuscule. Ensuite, tu copies le JSX ici. Tu le déplaces ici dans un return. Et tu as déjà créé un composant. Maintenant, je peux sélectionner tous les éléments qui sont ici, tchac, 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 enlever ça et puis mettre square avec à la place du bouton ici, square. Ici, le problème, c'est que ça affiche 1 partout. Parce que ce 1 ici, c'est ce que j'ai hardcodé ici. Mais moi, j'aimerais bien que ça affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin jusqu'à 9. Et ici, je vais devoir utiliser les props. Mais avant de voir les props, voyons pourquoi il faut nommer ça avec une majuscule et je vais te le montrer tout de suite ici. Donc, si ici, je crée un composant square, donc là, on va juste nommer ça board, et ici, je le nomme square. Tu vois que si ici, dans mon JSX, j'appelle square, eh ben, on va bien faire React.createElements de square. Et ici, le square qu'on voit juste là, ça représente bien l'élément qui est juste ici. Ok, c'est la référence, c'est notre objet. Alors que si ici je nomme avec une minuscule, square minuscule, ici square minuscule A, et ben en fait il est plus en train d'utiliser une référence d'objet comme je t'ai fait juste avant, mais on est bien en train, si je t'ouvre ça et que je t'ouvre ça, tu vois que ici on avait bien ce square avec une majuscule qu'on a ici qui est la référence de l'objet qui est juste ici, alors que là on n'a plus du tout la même chose. On a une string et cette string, elle ne référence pas cet élément-là. Elle référence aucun élément en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de dire que tu es en train de faire un composant custom en utilisant une majuscule. Et je te conseille de le... Enfin, t'as pas le choix de toute façon. Je te conseille rien, fais ta vie. Et donc là, on remplace par tous ces squares. Le problème, c'est qu'il n'y a que des 1. Voilà, j'ai deviné. Et donc, on va rajouter une props ici qui va s'appeler value. Et
Pour ajouter des props, on l'a vu avant avec notre Babel Transpiler. Si ici j'utilise square et ici j'utilise square, si ici je passe value 1, et ben tu vois que ça le passe sous forme d'objet. Il faut bien voir que cet objet, il va être passé en paramètre à mon square. Du coup, pour récupérer cet objet, ben en fait, je peux copier cet élément ici et le coller là, comme ceci. Et donc là, évidemment, il n'est pas très content parce qu'on ne peut pas ajouter une valeur. Mais donc là, on voit bien en fait que le square qui est juste ici, du coup l'objet ici, il va représenter le même que mon value ici. C'est-à-dire que ce value-là, il va être passé en props ici. Square ne prend pas des paramètres comme une fonction standard, mais il prend bien un objet qui vient déstructurer pour avoir nos props. Et je peux te le montrer ici en appelant ça props. C'est qu'ici, on pourrait récupérer en faisant props.value. Juste que par souci de lisibilité, on a l'habitude de déstructurer ceci pour l'appeler value. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remplacer chacune des strings qu'on a là. Donc moi, pour ça, je fais ça, je sélectionne tout. Puis là, on va faire commande X. Et ici, tu fais value est égal à commande V. Et tu vois que la sélection multiple comprend ce que tu es en train de faire. Donc on peut faire ça comme ça. Et on ferme cette div ici. Et tu vois que là, quand je sauvegarde, normalement, à gauche, si j'utilise value à cet endroit, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Donc ça fonctionne correctement. Et donc là, on vient de passer un paramètre à notre composant. Et c'est vraiment comme une fonction que tu venais passer un paramètre, sauf que là, ça affiche quelque chose. Et ce paramètre, il va permettre de changer la manière dont est affiché mon composant à droite, c'est-à-dire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois qu'on a fait ça, on peut continuer à descendre. Et donc là, il t'explique ce que je t'ai montré avant, c'est-à-dire que si tu n'utilises pas des crochets comme j'ai fait ici, c'est-à-dire si on utilise juste comme ça, tu vois que ça affiche value. Parce que là, on n'est pas en train de faire du JavaScript, on est en train d'écrire dans un élément HTML standard. Je te l'ai montré ici. Si ici, j'écris salut, comme ceci, tu vois que ça l'écrit dans une string. Mais à l'instant où, par exemple, j'écris value, je rajoute les accolades à gauche et à droite, cette fois, ça passe value en tant que variable. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut. On veut ouvrir une porte au monde JavaScript pour afficher cette value. Une fois qu'on a ça, on est déjà bien avancé, mais maintenant, on va devoir rendre tout ça interactif. Et pour ça, on pourra rajouter un onClick à notre bouton. Et lors du onClick, on va utiliser encore une fois les accolades pour rentrer dans le monde JavaScript. Et on va pouvoir prendre une fonction et puis ici, appeler une fonction handleClick qui va faire un petit alerte en disant square with value clicked. Bon, j'utilise des plus parce que j'ai pas mes extensions VS Code ici, donc j'aime pas trop utiliser les template strings. Mais quand je fais ça et que je clique sur 8, tu vois qu'on a square with 8 clicked. Donc ça fonctionne bien. On a vraiment chacun des composants qui va se comporter de manière un peu fermée dans sa propre enceinte. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir rajouter une nouvelle props avec par exemple une props onClick. Et dans cette props onClick, on va pouvoir appeler ce onClick, cette props onClick avec comme paramètre la value pour dire à notre parent on est en train de cliquer sur l'élément avec cette valeur-là. Et donc là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors là, il fait un truc qui va tout supprimer après, je pense, mais il ajoute un state value dans son composant et puis ensuite, il fait un set value de x quand on vient cliquer dessus. Et là, tu vas voir que quand on clique, ça va remplacer par un x. Bon, alors ça, c'est assez... Je m'attendais pas à qu'il fasse ça dans son tutoriel, donc je suis perturbé. Mais ce useState, pour comprendre la différence avec la props, donc on a supprimé la props value et on vient de lui passer un useState interne. Donc là, tu vois que ils ont nul par défaut. Moi, je vais mettre un tiret pour bien voir qu'ils ont tous un tiret par défaut. Et donc là, on est vraiment en train d'ajouter une mémoire interne à notre square. C'est-à-dire, c'est la mémoire de notre square. Chacun des petits ronds ici, des petits carrés, a sa propre mémoire interne. Et quand je vais cliquer sur un de ces carrés, tu vois que l'élément sur lequel j'ai cliqué vient de passer d'un tiret à un X. Donc j'ai changé la mémoire interne de ce composant avec un useState, donc c'est un state interne, en le remplaçant par un X.
Et tu vois que maintenant, chaque fois que je clique sur un élément, ça le remplace par un X. Ce useState, il va permettre de changer l'affichage de notre application de manière dynamique. Donc là, on est vraiment en train de faire des éléments dynamiques. L'avantage, c'est que c'est vraiment local à notre composant et c'est pour ça que quand je clique sur lui, tous les autres restent en tiret. Ce qui va se passer aussi, c'est que quand je clique, ce que va faire React, c'est qu'il va prendre tout le composant ici et il va le réexécuter de A à Z. C'est-à-dire qu'il va tout supprimer, ce JSX, et il va le réexécuter. Et afin de changer notre élément. C'est pour ça qu'ici, si j'affiche un console log à l'intérieur du body de ma fonction, en faisant par exemple value, tu vois que quand je clique ici, il y a un seul élément qui vient se re-render, tu vois ici avec value x, et pas tous les autres parce que l'élément qui a un useState qui vient d'être modifié, il est re-rendu et il est recalculé de A à Z. Et là, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est le React Developer Tool. Alors, moi, je l'ai désinstallé parce qu'il me provoque plein de bugs, mais on va quand même le découvrir un petit peu. Donc ici, tu vois que si j'arrive à fermer cette console, tchouk, et dans ce React Developer Tool, on va avoir toute notre application. Le problème, c'est qu'ici, il y a vraiment toute l'application parce que l'application Code Sandbox est aussi une application faite en React. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Component, ici, on va pouvoir cliquer sur un composant et en l'occurrence, évidemment, ça marche pas parce qu'on est sur une iframe. Donc, je vais juste lire la documentation pour ce coup-là parce que je vais pas réussir à vous montrer à cause du fait que Code Sandbox ne gère pas ça aussi bien que ce qu'il arrive à faire lui. Ah oui, c'est que lui, il a un bouton React DevTool. Ah ok, il y a un bouton React DevTool ici, autant pour moi. Et donc là, dans ce React DevTool qu'on a juste ici, tu vois qu'il y a tous les squares et que tous ces squares, quand on clique dessus, on peut voir qu'il a un hook et qu'il a un state. Et on peut bien voir ces hooks avec lequel il est composé. Donc pour le debug, c'est super intéressant. On voit qu'il a un state et qu'il a comme valeur tiré. Alors que lui, on voit qu'il a un state et qu'il a comme valeur tiré aussi, même s'il a une valeur X. Bon, ne me posez pas la question. Et ici, la props value, qui est passé ici, on voit aussi qu'il a une props avec value 4. D'ailleurs, on peut débugger tout ça en remplaçant ça par 43 et ça va fonctionner correctement. Donc là, c'est ce qu'il est en train de te montrer, mais moi, je veux plutôt gérer mon game. Et là, donc là, c'est ce qu'il est en train de te dire, c'est que le problème, c'est que moi, j'ai pas envie que mes squares aient leur propre mémoire interne. Parce que mes squares, ils doivent juste s'occuper de l'affichage en mode no brain, c'est-à-dire pas de réflexion. Le problème, c'est qu'ici, mes states, ils sont pas que en train de s'occuper de l'affichage, ils sont aussi en train de s'occuper du state de leur mémoire interne. Moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt le composant board qui s'occupe de la mémoire interne. C'est pour ça qu'ici, on va déplacer ce state, on va le déplacer dans board et on va le remplacer, on va voir juste ce qu'il fait avant de faire des bêtises, on va le remplacer par le state qu'il propose ici, c'est-à-dire avec notre square, avec cette square. Et ce square, tu vas voir que c'est un array de 9 éléments qu'on remplit de nul. Donc c'était ce qu'on est en train de faire avant, mais en train de le faire pour tous nos squares. Et donc là, on va pouvoir enlever ce value et le repasser en paramètres, ce sera beaucoup mieux. Et le handle click, on va pour l'instant rien faire à l'intérieur. Donc, si on vient regarder la documentation, on a un tableau et puis later, c'est-à-dire quand la game va commencer, il va ressembler à ça, c'est-à-dire avec plein d'éléments à l'intérieur. Et donc là, on va passer comme props, comme valeur, les éléments de notre square. C'est-à-dire ici, ce sera l'élément 0. Et pour chacun de nos éléments, on va devoir les rendre. Donc moi, la technique que je vais faire, c'est qu'ici, on va tous les sélectionner comme ceci. Tchac, 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 tchac. Et là, on va remplacer par x, tchac, square de commande V. Donc là, on a 2, 3, donc c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'il faut que je les décrémente tous d'un. Donc 3, 4, 5... 6, 7, 8. Et donc là, chacun de nos squares possède la props passée de notre state. Et donc là, les squares s'occupent que de l'affichage. Tu vois qu'ils n'ont plus de mémoire interne. Ils vont juste réagir aux props afin d'afficher ou pas un X, un rond, etc. Et cette fois, on va remplacer justement avec ce value. Et maintenant, il ne se passe plus rien. Tu vois qu'ici, il n'y a plus rien qui fonctionne. On va rajouter ce onClick et on va le passer, du coup, dans une props ici, handle square click ou on square click. On va passer ici on square click et on va le remplacer ici par le on click. Ce qui va nous permettre de savoir quand un des squares est cliqué. Et maintenant, en descendant, tu vois qu'ici, on va pouvoir, pour chacun des squares, gérer le handle click. C'est-à-dire que moi, je vais encore une fois sélectionner tous mes éléments et ici,
rajouter on square click est égal à handle click. Et handle click ici, on va le définir à cet endroit afin d'avoir ce handle click console.log square. Pour l'instant, on va rien faire de très intéressant. Parce qu'ici, ce qu'il nous fait, c'est lors du click, on va venir calculer le prochain square, c'est-à-dire square.slice, c'est-à-dire une copie, on est en train de faire une copie de notre square et puis on vient le prendre. Alors je vais expliquer pourquoi il faut faire une copie, mais ici tu vois que ce qu'il nous fait, c'est quand on clique, et ben le premier est transformé en X. Le problème, c'est que là on aimerait bien définir ça en fonction de l'index qui a cliqué. Mais bon, ce qu'on est en train de faire ici, c'est que square.slide, ça vient faire une copie de notre tableau. Et ici, on vient ensuite définir la valeur de x avec notre square. Si on a besoin de faire une copie de notre tableau, c'est parce qu'il va falloir une référence différente. Les références, si tu ne sais pas ce que c'est qu'ici, on a un current 0. Et même si je fais un code ici où je fais value est égal à current 0, value 2 est égal à value 3 est égal à value 2 et qu'ensuite je change la valeur de value 3, tu vois que si ici je fais ça en visuel, et ben en fait tous les éléments changent et s'incrémentent. Ici value 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est normal parce que c'est la même référence. Le problème, c'est que React, pour provoquer un re-render, pour provoquer le calcul de tout le composant, il faut une référence différente. Et pour avoir une référence différente, il va falloir faire une copie de notre tableau. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Square.slide, ça vient copier notre tableau. Et ensuite, on modifie un élément de notre tableau, puis on vient set notre square avec notre nouveau tableau. En faisant ça, on s'assure que notre élément va re-render et c'est ce qui se passe ici. Voici pour cette petite explication. Et là, il t'explique des petites dingueries. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir gérer le handle click avec l'index. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Et il est en train de faire un truc génial, j'adore. C'est qu'il va nous faire une fonction qui appelle une fonction. Donc là, handle click, moi je vais remplacer ça par une constante parce que je trouve ça plus joli. On va dire qu'il prend un index en paramètre et lui-même va retourner une fonction qui elle-même va retourner un bloc de fonction. Et donc là, on va pouvoir utiliser l'index. Et l'avantage de faire ça, c'est du pur JavaScript, c'est qu'ici, je vais pouvoir appeler handle click de 0, ici de 1, ici de 2, donc tu vois que c'est super méga chiant. Ce que je vais faire comme d'habitude, parce que je suis un flemmard, c'est qu'on vient sélectionner tous ces éléments-là, on vient copier l'index qui est ici, et on vient ici le passer en paramètre, et tu vois que ça marche automatiquement. Maintenant, quand je refresh mon bordel et que je clique, tu vois que ça remplace X partout où je clique. Ce qui se passe ici, c'est que quand j'appelle handle click ici avec 0, et ben cette fonction retourne une fonction qui est celle-ci, qui sera utilisée lors du clic. Et cet index ici va être mémorisé en fonction de l'index que j'ai passé ici. Je suis pas fan de cette syntaxe et je vous conseille de ne pas l'utiliser trop souvent. Moi, ce que j'aurais fait ici, c'est que j'aurais appelé une fonction ici qui appelle mon élément. Mais je vous ai dit, je suis la documentation. On va faire le tutoriel. Donc ici, il dit que tu aurais aussi pu faire ça. Et il a bien raison. Et c'est bien plus propre. Bon, bah voilà. Il fait chier, Jean-Mi. Il fait chier. Il me fait des hacks. Et puis après, je dois fixer ces hacks. Donc là, il nous conseille un truc cool, c'est-à-dire d'utiliser une arrow function ici, ce qui nous permet d'enlever cet index et de le passer juste ici afin que lors du clic, il n'y a aucun paramètre, mais nous on vient appeler le bon élément en JavaScript. Donc ici, on va pouvoir cliquer et ça appelle le bon élément. Maintenant, notre application, tu vois qu'elle a bien avancé, ça fonctionne nickel et on est content. Et maintenant, il va falloir faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc là, why immutability is important. Là, il t'explique que le slice, ça permet de dupliquer le tableau, comme je t'ai montré avant, afin d'avoir deux tableaux différents et de provoquer un rendered. Ici, il nous fait un state pour savoir si X est le next. Alors, je pense qu'il va changer ça par la suite. Vous verrez, j'ai l'intuition qui va changer ça, mais là, on va créer un state isXnext. Par défaut, il est true. Et donc là, en fonction du true et du false, on va afficher notre next square. Moi, je vais juste faire ça, isXnext x, sinon O, avec un petit ternary operator. Et là, on va ensuite faire un set isNext en utilisant la syntaxe arrow function, c'est-à-dire P qui va sur inverse de P, donc on vient inverser la condition parce que le P ici, ça va être le booléen qui est le state courant, donc on peut l'appeler d'ailleurs plutôt current qui va sur l'inverse de current, donc on vient inverser le state. Et là tu vois quand je clique ça fait XO, 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 XO et ça c'est super. Mais là il va te dire je pense que
Que évidemment, si tu recliques sur le même élément, on n'a pas envie que ça handle à l'infini. Donc, si if square de index existe déjà, on vient return afin d'annuler ceci. Et puis maintenant, on vient là, ça fonctionne uniquement pour les squares vides. Alors moi, je suis pas fan de ce qu'il a fait, donc je vais voir si il le fait pas. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais vous montrer, c'est qu'ici, on est en train d'ajouter un state dans un truc où on n'a pas besoin de state. Parce qu'en fait, on sait déjà qui est le prochain joueur. En fait, ce qui est intéressant avec React, c'est généralement de préférer calculer la valeur au lieu de la stocker dans un state. Parce que mon square ici, il possède déjà l'information du prochain joueur. On sait que s'il y a 4 squares et 3 ronds, le prochain, ce sera un rond. Parce qu'on veut toujours que ce soit égalité. Donc on va pouvoir calculer ça au lieu de stocker ça dans un state. Du coup, on va remplacer l'utilisation d'un state pour faire ça en utilisant une fonction qui va calculer le prochain joueur. Donc là, on va faire next player ou peut-être get next player avec une fonction qui va prendre square et qui va retourner le prochain joueur. Donc là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un filter. Donc moi, je l'ai déjà fait ici. Const x square x count est égal à ça et rond count est égal à la même chose avec les ronds. Et en fait, on sait que s'il y a autant de ronds que de x, ce sera au x de jouer parce que le x c'est le premier joueur. Donc on fait return x count complètement égal à O count, point d'interrogation. Si c'est le cas, on affiche X et dans le cas contraire, on affiche rond. Et donc là, je vais pouvoir remplacer ceci par get next player de square et supprimer ceci afin maintenant d'avoir mon jeu qui fonctionne exactement pareil, sauf que cette fois, on vient calculer le prochain joueur au lieu d'avoir un énième state. Et donc là, tu vois que ça fonctionne aussi bien qu'avant. Je vais juste enlever ce truc. Ça fonctionne tout aussi bien, c'est-à-dire que x rond, x rond, x rond, x rond, x. Donc, maintenant, il y a 5x et 4 ronds. C'est ce qui se passe quand le x commence à jouer. Donc, voici un peu un truc que j'ai envie de vous dire, c'est éviter de faire des states quand vous pouvez calculer la valeur de ces states. Ici, faire un state, ça sert à rien. La même chose pour calculer un winner. Tu vois qu'ici, il nous passe la fonction qui permet de calculer un winner. Je vous conseille de la voler ou de la réécrire. C'est toujours intéressant. Et ça va calculer un winner. Donc, si ça nous retourne un square, ça veut dire qu'il y a un winner. Et sinon, ça va nous retourner nul pour nous dire qu'il n'y a aucun winner. Et donc là, lors du clic, on va calculer le winner. C'est-à-dire, ici, on va venir dans le clic et on va faire si il est défini ou s'il y a déjà un winner, on va rien faire. Et donc là, normalement, ce qui va se passer, c'est que si je fais ça, et là, il y a un winner, maintenant, ça ne marche plus. Au cas où la calculate winner, tout ce qu'il fait, c'est qu'il il définit toutes les possibilités de win. Et si on a une qui correspond à une possibilité qui existe, ça vient s'arrêter. Donc là, on vient vraiment calculer notre winner et ça fonctionne bien. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'on va pouvoir calculer ce winner. Et donc là, il le fait juste. Il n'y a pas besoin de state pour calculer notre winner. On va directement pouvoir calculer le winner dans notre fonction. C'est-à-dire ici, winner est égal à calculate winner. Et maintenant, on va pouvoir avoir un statut ici que je vais vous copier-coller, mais vous, je vous conseille de le faire. Et là, on va pouvoir déplacer ici get next player. Donc là, je pourrais faire const get next player de square. Ici, en faisant next player est égal à get next player. Et ici, au lieu d'appeler get next player, j'utilise direct next player. Et donc là, je pourrais juste afficher next player. Donc là, je modifie un peu son code pour enlever le state. Et donc là, on a le statut. Et ici, on va pouvoir afficher le status. Et quand on affiche le statut, on a winner X parce qu'on a fait la ligne. Mais maintenant, on voit que next player X, rond X, et là, rond X, et là, rond. Et oui, winner rond. Pas besoin de state pour calculer le winner. Ici, on a bien une fonction qui calcule le winner lors du render. Et c'est super pratique parce que c'est ça la puissance de React, c'est qu'il n'y a pas besoin de state pour tout. Là, on sait le winner en fonction du square. Square, c'est notre source of truth. Si là, on faisait un state avec winner, on allait faire un derivative
state, c'est-à-dire un state dérivé d'un autre state, c'est-à-dire que quand il y a les lignes, etc., bah, on vient se dire, ah bah maintenant il y a un winner, et on vient définir le state. Et ça, c'est pas une bonne pratique, et là, en l'occurrence, il l'a fait bien. Alors, je critique la documentation React, vous allez dire que j'ai la grosse tête, mais voilà, bravo la documentation React. Ce state X is next, pour moi, il est vraiment inutile. Adding time travel, alors ça c'est assez cool, c'est qu'on va ajouter l'historique de toutes les actions qui se sont passées pour faire un go back in time, pour annuler des coups. Storing a history of move, donc là on va vouloir stocker un tableau de tableaux qui contient chaque étape de notre partie. Et donc là, on va devoir lifting state up again, c'est-à-dire qu'on va faire une fonction game qui va contenir notre board et on va avoir le game info en bas qui sera un OL. Donc là, moi, je vais copier le code du game parce que j'ai encore une fois la flemme de tout écrire, sinon ce tutoriel dure trop longtemps, mais je vous conseille d'écrire tout ça. Ici, export default, il faut enlever le export default de board, sinon il y aura deux export default et ça va être un peu la guerre. Et ici, ben, ah non, ça va pas tout casser. Ça fonctionne toujours bien et donc là, notre jeu fonctionne. Mais là, on va devoir déplacer notre square en haut. C'est-à-dire, tu vois que là, il déplace notre history. Enfin, il crée un state history dans notre game. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là. Donc, je suis un peu impatient de voir ce qu'il fait. Donc là, il déclare un state history avec un tableau. Et donc là il nous dit Notice is an array with a single item. Donc, on déclare un state history qui est un tableau avec un seul élément. Et maintenant, on va faire current square est égal à history moins length moins 1. Donc là, on vient récupérer le current board, le current square, qui est le dernier élément de notre historique. Et finalement, il nous vaut une handle play qui sera l'action qui va se passer quand on va jouer. Donc bon, moi je vais pas mettre le is next encore une fois pour la même raison qu'avant, mais je vais pouvoir copier normalement ce is next, c'est-à-dire ici get next player. Je peux le faire ici en fonction de current square et ça va fonctionner tout autant parfaitement. Donc là, il nous passe tout en props, donc ça veut dire notre board. Maintenant, il va prendre les squares en props. Donc là, il appelle ça current square. Bon, ah non, il appelle ça square, on est d'accord. Alors on est d'accord avec la doc, c'est bon, je suis d'accord avec la doc pour une. Et là, onPlay game, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, mais on va quand même ajouter la props onPlay, évidemment dans un objet, sinon c'est pas super. Je fais n'importe quoi. Ici dans un objet onPlay, et ici je vais appeler ça onPlay, au moins c'est joli, la vie est cool, et puis là, je sais pas pourquoi, il veut m'embrouiller, parce que getNextPlayer, il appelle ça avec current square, et il n'aime pas. Ah, parce que je l'appelle ici et qu'en l'occurrence, je passe pas les props, donc il n'est pas très content. Ici, on va passer square est égal à current square et on va passer next player. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit avant de modifier mon code. Ici, il nous ajoute les props, ok, et donc là, ce qu'il nous fait, c'est que le handle click à la fin, il appelle onPlay, ok. Ça, je l'avais pré-shot, on a bien le onPlay ici. Et ici, ce qu'il veut nous faire, c'est que le handle play, ok, on vient modifier l'historique en ajoutant un élément dans notre historique. C'est-à-dire ici, dans notre handle play, on vient ajouter un élément dans notre historique. Et là, set is next, encore une fois, il n'y a pas besoin de le faire, ça va se faire tout seul. Donc, je pense que ce next player, en fait, je peux le garder dans mon autre ici pour l'instant, puis on verra si je dois le rajouter. Donc là, dans le onPlay, on va passer onPlay est égal à handlePlay, et donc là, quand je clique, ça fonctionne. Ce qui se fait, c'est qu'avant, on stockait un tableau avec tous nos éléments de manière un peu unique. Cette fois, on stocke un tableau de tableaux qui va stocker chacun des étapes de nos éléments, c'est-à-dire avec l'historique de chacune des versions. Et tu vas voir pourquoi dans très peu de temps. Du coup, ici, ce qui se passe quand on fait ... history next square, c'est qu'on vient dupliquer le tableau, on vient dupliquer sa référence en ajoutant next square à l'intérieur. Et ici, il t'explique qu'un peu qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je vais encore une fois expliquer qu'est-ce qui se passait avec ce next square. Ce que je veux te préciser, c'est que si tu as envie de découvrir vraiment comment fonctionne le React DOM, comment fonctionne le JSX, comment fonctionnent ses références, etc., il y a une masterclass d'1 heure que tu trouveras dans la description qui te permettra de beaucoup mieux comprendre cet écosystème, cette librairie React, qui te permettra de beaucoup mieux comprendre cette librairie React et tu vas voir, ce sera un boost ultime pour toi. Donc, showing the past move, donc ici, il nous explique un peu la vie. Et donc là, je pense qu'il va falloir avoir un nouveau state parce que dans le jump to, il va falloir avoir un history. Donc là, il nous fait un petit
Ah, il nous fait ça. Alors ça, c'est un truc que je fais pas trop souvent. J'essaie de faire des composants pour ça, mais c'est intéressant de le faire. C'est qu'ici, pour chacune des historiques, on affiche go to move, hashtag move, ou sinon on fait go to start. Et puis lors du clic, on va appeler jump to, qu'on appelle juste ici. Et donc là, on va pouvoir rendre les moves dans le OL qui est juste là en faisant move. Et là, quand on fait ça, eh ben, on a chacun des boutons pour go to move. Et là, on a juste oublié les keys. Pas bien, pas bien, pas bien. Square et on va appeler key égale move. Et donc la key, ça nous permet d'identifier uniquement les éléments. Je ne vais pas expliquer tout ça ici. Je pense qu'il l'explique ici. Voilà, il explique les keys. Il explique que tu as besoin des keys, sinon tu as un warning. Et là, c'est en fait pour que React comprenne et de manière unique chacun des éléments. Ensuite, pour trouver une clé, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des éléments uniques. Donc en l'occurrence, l'index est unique. Mais si tu as des données, comme par exemple ici un utilisateur, tu peux utiliser l'ID des utilisateurs qui sera une bien meilleure donnée. Jusqu'ici, il n'y a pas de données un peu uniques. Donc là, il utilise move qui est en fait l'index. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais ça fonctionne très bien, donc on est content. Et là, tu vois, quand on clique, eh ben, on ajoute chaque fois des éléments. Maintenant, il va falloir ajouter un nouveau state current move parce qu'on n'était pas déjà assez dans l'éclate. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas assez de state, donc on va ajouter current move juste ici. Et là, on va ajouter un state qui est par défaut égal à 0. Et donc là, c'est ce qu'on va pouvoir gérer ensuite juste ici. Et donc là, quand on fait jump to, eh ben, je vais changer dans mon jump to mon élément juste ici en faisant set current move de next move. Et next move, ça représente un index. Et donc là, quand on fait tout ça, et ben là, je pense qu'il va nous montrer des trucs super intéressants. Handle play, next history est égal à ça. Et donc, ah oui, voilà. Donc là, dans le handle play, la différence qu'on va devoir gérer, c'est qu'on vient reset l'historique en fonction du current move. Donc ici, on vient slice. C'est du pur JavaScript, donc je ne vais pas vous expliquer tout JavaScript, mais là, on vient prendre le début du tableau jusqu'à current move plus 1 et on vient rajouter un élément dedans. Et ensuite, on fait set history et on fait un set current move qui est le nouvel élément. On vient l'incrémenter d'un chaque fois qu'on clique pour bien modifier. Et donc là, eh ben, notre current square, il est égal à history de history.length, mais à la place de history.length, on peut utiliser current move. Et donc, après tous ces efforts, maintenant on voit que quand on clique, eh ben, je peux changer mon truc comme ceci et ça fonctionne bien. Et après, je peux repasser par exemple au 1 et cliquer et ça va directement me reset l'historique. Donc là, je crois qu'on a fini. C'était assez intense. Et là, final cleanup, qu'est-ce qu'il nous fait? Current move, is is next. Et là, il dit que le is is next, eh ben, en fait, c'est un peu nul. Et donc, lui, il fait un truc encore plus simple que moi, c'est qu'il vient faire un modulo. Donc voilà, c'est simple. Si c'est pair, c'est x. Si c'est impair, c'est machin. Et il vient enlever tout le is next. Donc ça, c'est ce que je vous ai fait depuis le début parce que c'était nul. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, tu vas pouvoir rajouter plein de petites features là-dedans, mais je voulais te montrer tout ça. Aussi, moi, je ne comprends pas pourquoi ici, il veut stocker son is next dans game, alors que game, lui, il s'occupe plutôt de l'historique et la gestion du tableau. Pour moi, le is next, il est là-dedans parce que tu vois qu'il sert à rien ici. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il veut le garder ici. Mais bon, c'est chacun fait sa vie, j'ai envie de dire. Et voici un peu comment faire ce tic-tac-toe avec moi. Et ça fonctionne bien, c'est cool. Les étapes que tu pourrais aller pour aller plus loin dans ce tic-tac-toe, c'est de venir rajouter que lorsqu'on clique sur les éléments, et ben ça vienne les line-up, c'est-à-dire les afficher avec une couleur pour qu'on sache la ligne qui a été gagnante. Tu pourrais rajouter des features pour annuler des coups, je sais pas, avec des boutons. Bref, il y a pas mal de petites features à rajouter là-dedans. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permet de mieux appréhender cette documentation. Je tiens à dire que je ne veux pas remplacer le tutoriel, je veux être complémentaire au tutoriel, c'est-à-dire tu peux faire le tutoriel de ton côté,
puis regarder cette vidéo, ce qui te permettra d'avoir une petite vision supplémentaire sur tout ceci, de voir un peu comment je pense, comment j'appréhende cette documentation. Elle explique pas mal de choses. Je sais que ça peut être un peu compliqué de lire autant de choses. C'est un peu agressif comment ils font leur tutoriel. Je préfère le tutoriel de Svelte là-dessus parce que ça te fait vraiment étape par étape. Mais bon, c'est le choix de React, on respecte et il y aura sûrement d'autres tutoriels qui vont arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à lâcher un like, à faire ce que tu veux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao. Et si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre React de zéro avec moi, j'ai une vidéo ici, apprendre React de zéro en 1 heure, tu verras, c'est très intéressant. Je te conseille d'aller la regarder. On se retrouve bientôt, ciao ciao.